Bonsoir à tous. Ce soir, notre invité est Simon Chiaroni, j'espère que je prononce bien ton nom, de la CGT Bichat, mais il nous expliquera plus avant lui-même. Cette invitation se situe dans la continuité du soutien qu'on apporte parmi beaucoup d'autres, que je ne vais pas énumérer tellement ils sont nombreux, à la campagne et au comité de défense qui a été monté en défense des hôpitaux Bichat et Beaujon. Donc Bichat, Paris, 17e arrondissement, enfin limite 18e, et Beaujon à Clichy, les deux étant menacés de fermeture. Donc je n'en dis pas plus, et puis je te passe la parole, Simon, pour nous réexpliquer l'origine de cette affaire et puis la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Je te remercie, Raymond. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Donc, comme le disait Raymond, je me présente. Je suis Simon Chiaroni, le secrétaire général de la CGT de Bichat. Et à côté de moi, vous avez ma co-secrétaire Samira Akrour, qui est infirmière de bloc, qui maintenant est permanente avec nous. Voilà. Sinon, pour vous dire, je suis aussi représentant du personnel au niveau du comité technique d'établissement GH. C'est des termes techniques, mais bon, laissons ça de côté. Et aussi au comité technique central. Voilà. Je remercie Raymond de nous avoir invités à ce petit moment d'échange qui permet d'un petit peu faire appréhender les sujets de l'hôpital et de l'hôpital Bichat en l'occurrence, et de ce projet, de ce futur projet de fermeture des deux hôpitaux, comme l'a dit Raymond. Je vais commencer par un petit. J'espère que je ne vais pas être trop. Je ne veux surtout pas être, je dirais, trop long dans ce que je veux dire, mais je pense qu'il est important de refaire un petit tour de contexte et historique quant à ce sujet-là. L'hôpital public, pourquoi en est-on là aujourd'hui? Excusez-moi pour le petit bafouillement. La pandémie actuelle s'accompagne d'une apparente conversion de l'ancien discours des politiques libérales en matière de santé publique en général, et en particulier lorsque les plus hautes autorités de l'État communiquent, j'insiste sur le mot communiquent, au sujet de l'hôpital. En mars 2020, Emmanuel Macron, président de la République, déclarait « Ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, petit point de suspension, notre État-providence ne sont pas des coûts ou des charges, petit point de suspension, ils sont des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. » Dixit notre président de la République, j'insiste. Quelques mois plus tard, le même faisait référence au encore plus beau et encore plus merveilleux. Quelques mois plus tard, le même président faisait référence au Conseil national de la résistance et au retour des jours heureux. Je rappelle, je pense que c'est peut-être pas trop nécessaire, mais bon, je ne sais pas si je préfère le faire quand même. Un petit historique. En 1945, la France est exsangue au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. Une population dont l'état sanitaire est dégradé, des équipements industriels détruits, des structures sanitaires sinistrées. Le 4 octobre 1945, l'ordonnance créant la sécurité sociale sous l'égide d'Ambroise Croizat, secrétaire de la Fédération CGT de la métallurgie. Le 22 mai 1946 est notée la loi dite de la généralisation de la sécurité sociale, protection sociale universelle obligatoire solidaire. Chacun en donne en fonction de ses moyens et reçoit selon ses besoins. Donc, il y a une volonté d'aboutir à un régime unique, financement à partir du travail, 3 branches, maladie, famille, retraite.
Ambroise Croizat déclarait « Ne parlez pas d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux, parce que le patronat ne désarme jamais. » C'est étrange comme il y a des similitudes dans le temps. Ambroise Croizat, je rappelle, il était ministre du Travail entre 1945 et 1947. L'accès aux soins partout en France est pour tous, sans discrimination d'aucune sorte, notamment pécuniaire, est au cœur du pacte républicain à cet égard, l'hôpital en tant que service public de la santé est la pierre angulaire. Face à la Covid, de vague en vague, force est de constater qu'il a été en première ligne. Or, l'hôpital public ne cesse de se fissurer sous les coups de boutoir d'une idéologie de la performance et de la modernisation, surtout illustrée par sa propension à imposer des économies de lits et en supprimant des postes en contrepartie des investissements consentis. Les gouvernements successifs n'ont eu de cesse de mener des politiques austéritaires à l'encontre de ces mêmes hôpitaux publics. Loi Bachelot, hôpital, patients, santé, territoire. Loi Buzyn, Ma Santé 2021, permettant la territorialisation de notre système de santé et la généralisation des fameux partenariats publics-privés. Juste pour vous dire les effets néfastes de une partie, je ne vais pas être trop long dans la chronologie, mais depuis 2009, 60 lits ont été fermés en France. Martin Hirsch, à lui seul, en a supprimé en 15 ans plus de 1300 et 1300 postes. 13 000 plutôt, excusez-moi. Pendant ce temps, la France a versé des dividendes les plus élevés de l'Union européenne. En 2009, par exemple, en référence, plus de 2 milliards d'euros. En 2010, 203 milliards. En 2017, selon les chiffres de l'Office français des coopérations économiques, des mesures qui visent à affaiblir ces mesures ne visent qu'à affaiblir la sécurité sociale. Excusez-moi. Exemple, crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, 19 milliards. Pacte de responsabilité, 21 milliards. Exonération des cotisations, 25 milliards en 2013. Aide à l'emploi, 37 milliards. Ce qui fait un total de 103 milliards de cadeaux fiscaux sans contrôle et sans évaluation efficace en matière de l'emploi et d'investissement de ces mesures. En 2015, le déficit de la sécurité sociale était, entre guillemets, de 9,5 milliards. Pourquoi je dis entre guillemets? Tout simplement, la question qui est posée, c'est déficit ou insuffisance de recettes. Je pense que toutes et tous ont la réponse. Voilà. Donc, pour être concret sur notre projet qui nous amène aujourd'hui, le projet de fermeture des hôpitaux Bichat-Beaujon est un projet lourd de menaces. Il va se traduire par une nouvelle suppression d'offres de soins et la suppression de postes. Moins 400 lits, 1000 postes supprimés au minimum dans un bassin de vie qui est, je dirais, en forte densité et augmentation, 17e, 18e, Saint-Ouen, Saint-Denis et je dirais Clichy. Plus de 8% d'augmentation de la population, saturation des lignes de métro, déjà la 13 qui était saturée, soi-disant délestée par la 14, mais elle, d'après des données RATP, risque elle aussi d'être saturée d'ici 2 ans. Voilà. Après, je ne maîtrise pas, je dirais, les transports. La question qui se pose est comment peut-on vouloir mener à son terme un tel projet mené en 2013 par Hollande sans tenir compte du manque notoire de médecins généralistes, de spécialistes, du fait de numerus clausus et sans tenir compte du manque notoire de médecins généralistes et de spécialistes. Je suis en train de me relire, excusez-moi. Où vivent des populations fragiles et précaires, renonçant aux soins malgré
par le manque flagrant de lits d'hospitalisation, mettant en tension l'hôpital, devenant catastrophique pour assurer la prise en charge des besoins de soins des populations. Exemple des besoins notoires, vous avez en 2003 la fameuse canicule, avec les effets, je dirais, délétères que ça a eu sur les populations âgées, à la fois sur nos territoires de l'Île-de-France, mais dans toute la France, les pandémies grippales, le SRAS, syndrome respiratoire aigu, l'H1N1, le MERS, Ebola, Covid-19. Pour l'an 2000, l'OMS clamait que la France, en l'an 2000, était le meilleur système, la France offrait les meilleurs soins de santé. Aujourd'hui, on commence plutôt à se poser des questions. L'hôpital Bichat, sans ses moyens, je dirais, avec les moyens actuels, aujourd'hui, nous avons 916 lits, 916 lits et 70 places de jour. Je passe le détail, je ne voudrais pas être trop je dirais, dans le détail. Nous sommes entre Bichat 916 lits, 394 lits Beaujon. Nous avons reçu 120 000, nous avons accueilli 120 000 usagers au niveau des urgences, ce qui fait que ces deux hôpitaux sont le deuxième service d'accueil d'urgence de Paris. Le premier étant la Riboisière avec aussi le même type de population précaire et pauvreté, misère. Toutes ces patients qui renoncent à se soigner du fait du manque de médecins sur les territoires et se retrouvent dans les urgences, quoi. Bichat a actuellement 4105 professionnels, 886 professionnels médicaux, 3219 professionnels soignants administratifs et logistiques. Pour Beaujon, c'est donc 500 personnels médicaux et 1700 paramédicaux. Comment vous dire que je pourrais vous dire de plus? Bichat assure à la fois une prise en charge de proximité et donc, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, un des plus importants services d'accueil d'urgence de l'agglomération parisienne et une prise en charge spécialisée et référente dans la plupart des disciplines médicales et chirurgicales. Son territoire de santé couvre évidemment le 17e, le 18e, le 19e ainsi que la commune de Saint-Ouen. Et elle est rattachée à l'université Paris 7, Denis Diderot. L'hôpital Claude Bernard assure des missions de recherche et d'enseignement. Et je dirais centre de référence pour certaines maladies infectieuses que j'ai évoquées tout à l'heure. Donc, je dirais à la fois, je dirais le SRAS, H1N1, Ebola et puis Covid aujourd'hui. Pour Clichy qui est au port de Paris, qui est donc situé sur la commune, excusez-moi, je fais un lapsus, hôpital Beaujon, qui est plutôt situé sur Clichy, au port de Paris, est un établissement de court séjour adulte qui allie à la fois l'excellence et les soins de proximité. Voilà, c'est tout ce que je pourrais vous dire de ce côté-là. C'est son activité, son territoire de santé au nord de la Seine couvre un bassin très dense de 600 000 habitants, c'est pour vous dire, une zone d'activité plus large sur le territoire d'Île-de-France et national. Du fait de son activité spécialisée, les spécialités médicales et chirurgicales de l'hôpital Beaujon s'articulent autour de grands axes d'excellence, la maladie de l'appareil digestif, transplantation, intervention majeure de l'intestin grêle, le côlon, le foie, le pancréas, cancer, infection du système hépatobiliaire, etc. Et celle de la tête, du cou, RHI, neurochirurgie, orthopédie, chirurgie maxillofaciale, consultation, rééducation. Son offre de soins complète par son activité de proximité, service des urgences, 32 000 passages par an, urgences gynéco,
et 1500, donc je le disais tout à l'heure, 1500 naissances. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai pu vous dire. Sinon, pour le terrain, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, on se retrouverait aujourd'hui à Saint-Ouen. Il a été étudié depuis 2013, depuis l'évocation de ce projet. Ils ont cherché, enfin, quand ils ont, l'État et l'assistance publique a cherché des terrains pour accueillir au moins 7 hectares d'activités, je dirais, hospitalières et universitaires. Donc, ils sont allés d'une fourchette, en grosso modo, je dirais, des épinettes jusqu'à Plaine-Saint-Denis, et petit à petit, donc, ils ont, par rapport à des cabinets d'études, architectes et fonciers, ont évalué la possibilité et petit à petit se sont retrouvés avec un champ réduit. Ça s'est retrouvé dans un premier temps à la ZAC, je dirais, des Docks sur Saint-Ouen. Et donc ensuite, comme il y avait d'énormes frais je dirais, de dépollution et je dirais à la fois du terrain, des risques probables d'inondation, puisque au début du siècle, en 1910, ça fait partie je dirais, des inondations qui ont eu lieu, les inondations centenaires. Donc pareil, un petit peu la même problématique HEGP, puisque l'établissement se retrouverait en zone inondable. Voilà pour cette partie-là. Donc ensuite, il y a eu donc des risques, je dirais, de pollution à la fois de terrain, puisque ça accueillait quand même des activités industrielles au début du siècle, courant du XXe siècle. La dépollution aurait majoré en plus, parce qu'il faut quand même se rappeler que le coût initial est de 1 milliard d'euros. Ça, c'est, je dirais, la version officielle. Ce que je n'ai pas encore, que nous n'avons pas réussi à savoir encore, c'est le coût, je dirais, qui a pu, enfin, qui n'est pas porté à notre connaissance par rapport aux études, je dirais, à la fois, je dirais, immobilières, foncières et en même temps de dépollution. Donc, nous pensons que ce coût, forcément, sans être expert en mathématiques, sera au-delà du milliard. Donc, voilà. Donc, c'est des choses qui ont été plus ou moins évoquées lors de débats publics portés par la Commission nationale des débats publics. Ces éléments ont été posés et portés par je dirais les délégués de cette commission, mais nous, à ce jour, nous n'avons pas eu de réponse. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Donc évidemment, la CGT est contre, vous pouvez le penser, contre ce projet. Nous demandons non seulement la fermeture et l'arrêt des fermetures de lits. Nous réaffirmons notre volonté de ne pas voir ce projet aboutir, pour les raisons que j'ai évoquées par ailleurs. L'arrêt des fermetures et le démantèlement, parce que c'est tellement un projet de vaste ampleur que l'assistance publique étant, je dirais, une des entités à la fois au niveau de l'Île-de-France et au niveau européen, une entité hospitalière publique assez importante. Donc, dans ces projets de restructuration, entre autres Bichat, nous demandons l'arrêt et le démantèlement de Raymond Poincaré, d'Adélaïde Hauteval et de Jean Verdier, Vaugirard et Émile Roux. Nous demandons la réouverture des urgences et des lits sur l'hôpital Hôtel-Dieu, le maintien de la cardiologie d'Henri Mondor, la réouverture des lits fermés avec les moyens personnels, l'arrêt de la mise en œuvre de la nouvelle AP avec suffragage et démantèlement. Nous réclamons à nouveau, puisque le Ségur a été à moitié entendu, nous demandons plus de 300 € pour tous et toutes, pouvoir d'achat et vie chère en Île-de-France, le dégel du point indiciaire, le refus de l'individualisation des salaires au mérite, prime d'engagement collectif. Nous demandons 10 000 embauches au statut, titularisation de tous les CDD et recrutement des personnels nécessaires à la prise en charge des patients, la stagiarisation immédiate de tous les CDD, soignants, infirmières, aides-soignants.
nous demandons l'augmentation de la commission immédiate pour les agents de soins hospitaliers, de services hospitaliers, les agents d'entretien qualifié, le personnel ouvrier. Nous demandons pour un CDD un poste ouvert. Le financement de toutes les promotions professionnelles, un lauréat égale un financement. Pour info, le cumul de l'intérim des heures supplémentaires des jours de compte épargne-temps générait 6808 postes à temps plein en 2019. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop rébarbatif, j'espère avoir été clair. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les questions qui nous amènent ce soir. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Simon. Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour poser des questions ou dire quelque chose? Oui, moi je veux bien. Eh ben, vas-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de tous ces renseignements. Alors, lorsque on veut argumenter pour justement soutenir la non-fermeture de Bichat et de Beaujon, il me manque pour moi quelque chose, c'est qu'est-ce que le gouvernement, Martin Hirsch et compagnie, mettent en avant pour justifier cette fermeture et le déménagement à Saint-Ouen. Qu'est-ce qui est mis en avant pour justifier? Parce que je n'ai pas clairement l'argumentation pour réfuter ce qu'ils veulent faire parce que je ne comprends pas ce qu'ils mettent en avant eux. Est-ce que vous pourriez m'éclairer, s'il vous plaît? Alors, moi, il y a quelques points que je vais vous lister. Alors, sur la communication de Hirsch, il y a plusieurs points. Il y a un des points où on dit que Bichat, et il faut faire très attention, on dit que Bichat ne ferme pas. Beaujon ferme, mais pas Bichat. Parce qu'on dit que sur Bichat, Claude Bernard reste. Claude Bernard, c'est les petits immeubles qu'il y a sur la droite quand vous rentrez à Bichat. Donc, la tour de 15 étages ferme. Et tout l'ancien Bichat, le discours est que cette partie-là ne ferme pas. Sauf que cette partie-là, actuellement, c'est les blocs ambulatoires, ça s'en va. C'est l'urologie, ça s'en va. C'est le service infectieux, ça s'en va. Et c'est la maternité qui s'en va. Donc, ce qui va rester là, sur le vieux Bichat, ça va être en fait de la gériatrie et de la rééducation, des soins de suite de rééducation. Donc, dans la com de Bichat ne ferme pas, il faut faire attention, c'est pas vrai. Parce qu'il n'y a plus aucun service d'urgence qui reste. Parfait. Alors, il resterait. Par ailleurs, en même temps, le deuxième aussi réponse qu'on peut vous faire, c'est le fameux adage qui dit que quand tu veux te débarrasser de ton chien, tu dis qu'il a la rage. Je m'explique. Oui. Depuis des années, il y a eu, au travers de ce que je disais tout à l'heure, des sous-investissements, je dirais, dans la réhabilitation technique des bâtiments. Voilà, pour faire court. Donc, il a été évoqué pour Bichat, je dirais, de ne pas répondre à des normes de sécurité anti-incendie et, je dirais, des sécurités électriques. Bien sûr, nous sommes soumis à des contrôles et à des règlements, surtout que c'est un immeuble, ce qu'on appelle un IGH, immeuble de grande hauteur. Et il faut quand même se rappeler que cet hôpital a été construit fin des années 70, ouvert début des années 80. Pour Beaujon, il a été évoqué à la fois bâtiment, je dirais, Beaujon a été construit dans les années 30. C'était le premier bâtiment, je dirais, de la première tour hospitalière, je dirais, qui a été construite en France à l'époque. Et pour eux, il a été évoqué quasiment la même chose, sauf un point supplémentaire, c'est à la fois la vétusté pour Beaujon et, pareil, non-conformité électrique et non-conformité sécurité incendie. Il est évident que
que tous ces arguments, comme je disais tout à l'heure, on pouvait les balayer dans le sens où il y a eu quand même pas mal d'argent qui n'a pas été utilisé à ce moment-là pour pouvoir, je dirais, comme on dirait classiquement, quand vous avez une maison, si au bout de 10 ans vous n'avez pas fait de l'entretien, effectivement le coût va vous revenir sera bien plus supérieur à ce qu'il ne pourrait être si vous aviez effectué un entretien de manière régulière, quoi. Voilà ce qu'on pourrait vous donner comme argument, et en plus de vous dire qu'il y a quand même eu je dirais, des frais qui sont investis avec les deniers publics pour pouvoir, dans certains cas, réhabiliter, puisqu'ils ont fait des travaux sur je dirais, les problématiques de sécurité incendie, sur le désenfumage. Donc, on a effectivement fait je dirais des dépenses, des frais à minima, puisque le restant, on va l'entretenir jusqu'à ce que ce projet soi-disant aboutisse. Nous, on est convaincus qu'il y a un contre-projet à proposer, puisque sur l'enceinte je dirais de Bichat, on a quand même pas mal de foncier, puisque vous avez notoirement je dirais le site de la compagnie parisienne de chauffage urbain, avec cette grande tour qui a une emprise sur l'hôpital, enfin sur une partie de l'hôpital. Vous avez tout le bâti qui est le long je dirais, de l'avenue de Saint-Ouen et une partie du boulevard Ney. Nous, on est convaincus que l'on pourrait utiliser ces parties-là que je vous ai décrites pour pouvoir, si vous voulez, réaliser ce que l'on appellerait des rocades. C'est-à-dire que s'il est nécessaire de faire des travaux justement d'humanisation pour faire que les chambres de patients répondent aux normes, je dirais, actuelles d'un patient par chambre, avec toute la qualité, le confort qui est je dirais, normal et dû, je dirais, aux populations des services publics, nous pensons que ces travaux pourraient effectivement, du fait d'utiliser les rocades, permettraient de pouvoir assurer ces travaux-là. Voilà ce que je pourrais vous en dire. Je ne voudrais pas être trop long. Un autre argument qu'on risque aussi qu'on met en avant, c'est l'ambulatoire. Et sur l'ambulatoire, alors moi je suis infirmière de bloc sur l'ambulatoire, donc c'est vraiment un sujet sur lequel je peux aisément parler. Ouais, je peux aisément parler. L'ambulatoire, nous, on n'est pas contre, et au contraire, c'est très très bien. Et il faut développer l'ambulatoire. Mais il y a des limites à l'ambulatoire. Il faut savoir aussi que sur les consultations en ambulatoire, 8 patients sur 10 sont réfutés sur l'ambulatoire pour des questions d'anesthésie. Donc l'ambulatoire ne répond pas à tout. On est déjà au maximum de notre ambulatoire sur le secteur, et ça ne répond pas au reste. En sachant que dès à présent, là, actuellement sur Bichat, 2/3 de nos patients aux urgences sont transférés. Il n'y a pas assez de lits. Donc, on est déjà sur un manque de lits actuellement, là en 2021, et puis sur les années précédentes. Donc, c'est un non-sens de continuer à fermer 400 lits en réunissant les deux établissements, parce que Beaujon aussi, comme tous les hôpitaux de la paix, hein, on réoriente une bonne partie des patients aux urgences parce qu'on n'a pas de lit d'hospitalisation. Donc, on transfère sur des cliniques, et avec toutes les complications et tout le coût que ça a derrière sur les cliniques. Donc voilà, donc ce qu'on va vous mettre en amont, c'est l'ambulatoire, mais l'ambulatoire, comme je vous dis, il suffit que vous ayez quelques petits antécédents, très rapidement, vous ne rentrez plus dans l'ambulatoire, et l'ambulatoire, en fonction des chirurgies, même si on essaie de les développer au maximum, hein, nous à Bichat, on a été, mais ils ont très vite arrêté parce que ça a été compliqué derrière, on a été le premier hôpital à faire la prothèse d'épaule en ambulatoire. Il y a quelques chirurgies digestives et des grosses chirurgies qui se font en ambulatoire. Mais honnêtement, voilà, ça a ses limites. C'est bien pour de la petite bobologie, et il en faut. Et je suis la première d'ailleurs à valider, parce que voilà, c'est pas toujours agréable de dormir à l'hôpital. Donc c'est bien de rentrer le matin et de rentrer le soir chez soi. Mais ça a ses limites. Et comme je vous dis, ça ne répond pas. Voilà. Et on est aussi sur un bassin, comme disait Simon, on est sur un bassin de population qui est grandissant. Et en fait, on n'arrive déjà pas à répondre à cette offre de soins actuellement.
Donc, c'est un non-sens de continuer à fermer des lits. Pour terminer sur la situation actuelle, en fait, il y a eu le premier site qui était sur les docks, mais là, en fait, la PHP a déjà acheté le terrain PSA. D'ailleurs, quand vous passez dans le secteur de Saint-Ouen, le GPS, pour citer Oise a déjà situé l'établissement. Et en fait, sur Oise, alors moi j'étais choquée la première fois, c'est une collègue qui me l'a, en rentrant un soir avec une collègue, elle me dit, mais regarde, tu verras, il y a marqué PNVS. Et effectivement, quand on regarde sur le site anciennement PSA, et lorsqu'on passe sur Oise, l'hôpital est déjà positionné, il est là. Voilà. D'autres questions? Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, Simon, tu as évoqué d'autres établissements, si j'ai bien compris, alors certains, je ne les connaissais pas tous, hein, donc, de la région parisienne. Donc, ça veut dire qu'en fait, il y a un ensemble… Comme vous pouvez nous dire quelques mots là-dessus? Il y a un ensemble de difficultés. J'étais au courant pour l'histoire des urgences de la Riboisière, mais il y a d'autres choses encore. C'est-à-dire que c'est toutes ces réformes que M. Martin Hirsch met en application, puisque, comment vous dire, toutes ces restructurations vont faire que, pareil, sous l'autel de la modernisation, on va supprimer Garches, c'est pour ça que je vous parlais de Raymond Poincaré, qui est quand même un centre de référence pour les polytraumatisés, accidents divers, et puis en plus des jeunes enfants qui se retrouvent aussi là-bas. Il y a un gros plateau technique de réanimation. Adélaïde Oswald, qui est dans le Val d'Oise, à côté de Villiers-le-Bel. C'est un hôpital qui servait de ce que l'on appelle, nous, dans le jargon hospitalier, l'aval. Je m'explique. Vous rentrez à l'hôpital, une fois que les soins ont été prodigués, vous ne pouvez pas, pour certaines pathologies, rentrer à votre domicile. Vous êtes obligé donc d'être accueilli, je dirais, dans un service que l'on dit aval, donc après le service d'accueil des urgences, enfin urgence ou hospitalisation classique, hein, vous n'avez pas que ça, et donc vous avez ce que l'on appelle des lits. Et si vous voulez, Adélaïde Oval recevait pas mal de personnes âgées. Pareil, on a, sous la houlette de Martin Hirsch, on a supprimé, on a projeté de fermer cet établissement qui va petit à petit se transformer en EHPAD. Et pareil, c'est encore des bassins de vie où il y a un manque notoire de lits et de structures spécialisées pour les personnes âgées. Hôtel Dieu, tout le monde en a dû entendre parler, puisqu'au niveau du centre de Paris, c'est quand même un service qui accueille à la fois, je dirais, toute la patientèle du centre de Paris. Enfin, et les urgences sont fermées par ailleurs assez étrangement. Il y a eu des services l'Hôtel Dieu avait quand même des spécialités assez reconnues. Genre, vous aviez le service d'accueil des urgences d'ophtalmo d'Hôtel Dieu, pour lequel on a effectué des travaux, justement, la GABJ. On a effectué des travaux de mise aux normes en conformité pour, en fin de compte, 3 ans à peu près, refermer refermer ce service en ayant dépensé une coquette somme, quoi. J'ai plus le chiffre exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais voilà, ça c'est fait partie de ces projets d'ensemble où l'on pense, nous, à la CGT et d'autres personnes pensons. Il faut savoir que l'assistance publique est quand même, je dirais, l'unité hospitalière publique, comme je disais tout à l'heure, l'une des plus importantes, je dirais, d'Île-de-France, le premier employeur d'Île-de-France, plus de 72 000, je dirais, employés, on va dire ça comme ça pour résumer les propos, puisqu'il y a les médecins et les paramédicaux. Et c'est aussi, je dirais, l'offre de soins publics la plus importante pour une grande métropole. Je pense que ça doit être l'une des dernières grandes métropoles qui a une offre de soins publics. Donc, vous imaginez bien que dans ces restructurations-là, derrière, qu'est-ce qui va se passer? En diminuant l'offre de soins publics, vous allez vous retrouver avec
du privé lucratif, avec forcément de l'activité qui, pour eux, sera plus rentable et intéressante sur le plan financier, et le restant sera dédié je dirais, aux soins publics. Et donc, l'assistance publique rentre tout à fait dans le schéma de nos grands penseurs et théoriciens d'État. Voilà. Alors, ouais, effectivement, comment ça s'appelle, par rapport aux établissements, il y a… Oui, Jean Verdier, excusez-moi, j'ai oublié aussi. Il y a Jean Verdier sur le 93 qui est en fermeture, qui est quand même un bassin du 93 avec tout ce que la pandémie a mis en amont. Donc cet hôpital est en fermeture. Et c'est un hôpital qui a aussi des points d'excellence en maternité, en hépatologie, mais en fermeture. L'Hôtel Dieu, en sachant qu'une partie de l'Hôtel Dieu déjà est sur des réouvertures des magasins de luxe. Oui, il y a un projet immobilier, pareil. Ouais, Le deal entre l'assistance publique et Madame Hidalgo, qui a toujours… Il faut quand même se rappeler que la place de Madame Hidalgo n'est pas anodine. Elle est quand même présidente à la fois bien sûr maire de Paris, mais aussi présidente du conseil de surveillance de l'assistance publique. Et tous les projets, si vous voulez, de budget, de restrictions budgétaires, de diminution de l'offre de soins par la fermeture de lits et la suppression de postes, Madame Hidalgo a adoubé, bien sûr, Monsieur Hirsch. Il faut être très clair aussi sur les responsabilités de ces personnes, je dirais, parce qu'il est facile de venir sur des plateaux télé pour crier au feu, au feu, au feu, alors que pendant des années, je pense précisément à Monsieur Martin Hirsch, et pendant des années, comme je disais tout à l'heure, il a supprimé et des postes et des lits. Et il démantèle petit à petit. Voilà. Enfin, si ce n'est pas Monsieur Martin Hirsch, ce serait toute cette politique qui est menée depuis plus d'une trentaine d'années, des politiques austéritaires contre l'offre de soins publics et les hôpitaux publics. Et sur l'Hôtel Dieu, l'exemple là, actuellement, la PHP a réouvert des lits de réanimation à la Salpêtrière sur le réfectoire de la… Ça, alors que à côté, vraisemblable. Alors que des lits de réa, il y en a, ils sont fonctionnels à l'Hôtel Dieu, et il y en a à Jean Verdier. Aussi. Donc, c'est un non-sens. Nous, c'est ce qu'on leur dit. On leur dit ces lits sont fonctionnels. Les chambres sont fonctionnelles. Il n'y a pas de… Mais non, on continue dans une com, parce que c'est de la com. Hein. C'est juste… voilà. Ça, c'est pour l'Hôtel Dieu. Ils sont aussi dans le démantèlement. C'est aussi… alors, il n'y a pas de soin dessus, mais c'est une image de la paix et nous, on y tient. C'est le siège de la PHP qui est quand même accolé comment ça s'appelle, à la mairie de Paris, qui est à l'Hôtel de Ville, qui est un site magnifique. Et ben, on est aussi en train de le démanteler. Si ce n'était qu'un projet immobilier, ça ne nous causerait pas de soucis. Mais c'est vrai que l'assistance publique a un statut un peu particulier du fait de ce qu'elle dessert au niveau de la ville de Paris, la ville capitale. De ce fait-là, se retrouve avec un statut particulier. Et il s'avère qu'aujourd'hui, quel que soit le lieu d'hospitalisation, vous avez, je dirais, les mêmes conditions et sur le plan, je dirais, relativement les mêmes conditions et sur le plan du personnel aussi. Mais là, aujourd'hui, puisque nos bons penseurs de la technocratie ont pensé à faire éclater justement cette unicité de l'assistance publique en 4 groupements hospitaliers universitaires. Donc, ce qui fait que vous allez avoir une concentration, une restructuration encore à nouveau. Et petit à petit, cette restructuration, on se rend compte que certaines activités vont disparaître. Il faut aussi dire ce qui est aussi le souci de l'assistance publique, c'est que il y a des soucis d'attractivité, puisque l'attractivité, malgré, je dirais, les compétences et les sommes de, je dirais, de connaissances que l'assistance publique, au travers de son activité hospitalière et de recherche, nous avons je dirais, des sujets de manque d'attractivité du fait de l'aggravation des conditions de travail, puisque les diverses réformes ont fait que
nous avons des pratiques dégradées et donc des conditions de travail. Je dirais aussi la fameuse réforme entre guillemets de l'organisation du temps de travail portée par Martin Hirsch, qui n'a fait qu'aggraver les difficultés, puisque vous avez ce que l'on appelle des grandes équipes où vous avez une alternance de 15 jours, et ce qui fait que, comme tout le monde le sait, dans le milieu, je dirais, hospitalier et médical, c'est une majorité d'agents féminins, quoi. Donc, majorité agents féminins avec, je dirais, monoparental, avec enfants. Donc, vous pouvez supposer et imaginer les difficultés que cela pose dans l'organisation, je dirais, à la fois personnelle et professionnelle. Ce qui fait que ça pousse des collègues à vouloir quitter énormément l'assistance publique. De ce fait-là, vous avez ce sujet-là, plus aujourd'hui, je dirais, ce qui est déjà aussi connu et reconnu en France. À l'OCDE, nous sommes, c'est pas la panacée, la OCDE pour moi, puisque c'est des références économiques, mais il faut quand même les utiliser puisque c'est un outil. Nous étions quand même les 26e au classement OCDE, quoi. Donc nous avions à la fois, je dirais, d'un côté de l'excellence et je dirais de la reconnaissance nationale et internationale, mais de l'autre côté, pas de reconnaissance salariale pour ces agents, je dirais, et donc une infirmière était classée au 26e rang, alors que d'autres pays se retrouvent avec, je dirais, des meilleures conditions et de travail, bon, il n'y a pas de paradis, mais de meilleures conditions de travail et de salaire. Et ça, c'est un des sujets. La promotion professionnelle, un exemple, vous avez une aide-soignante qui, après quelques années d'exercice, peut envisager, si elle a la volonté, le désir, de suivre ce que l'on appelle la promotion professionnelle. Et là, aujourd'hui, pareil, politique d'austérité, on ne finance ou on réduit le financement de la promotion professionnelle. C'était aussi un des éléments qui permettait je dirais, d'avoir une fidélisation du personnel de l'assistance publique. Et ça, c'est aussi le sujet parce que, si vous voulez, le fait d'avoir ce manque d'attractivité pour ce que l'on appelle les métiers en tension, les aides-soignants, les infirmières, les aides-soignants, les radio un peu moins maintenant puisqu'ils sont en train de mettre en place des systèmes de tutorat, et vous avez les kinés. Donc ces professions, justement, comme elles sont en tension, font que ça va engendrer et vous avez justement des services qui fonctionnent à moitié parce que justement il manque de personnel pour pouvoir justement assurer et assumer leur tâche de soignante, quoi. Et ce qui se passe dans des réas, parce que vous pouvez avoir des lits, mais si vous n'avez pas les soignants qui sont formés derrière ces équipements, vous ne pouvez pas assurer le soin. Sauf que, comme dit Simon, tout ce turnover qui existe, il existe parce que sur la paix, Hirsch a fait passer en 2016 cette OTT, cette réorganisation du temps de travail, qui en fait oblige les soignants à tourner. Alors, quel que soit le poste, mais une bonne partie d'entre nous, on est obligé de tourner. Donc, les gens ne restent plus. Et encore plus dans des grandes structures comme Bichat. Moi, j'ai travaillé à Beaujon. Je suis une reconversion professionnelle. Je suis infirmière depuis 15 ans. Je viens du privé, je suis chimiste de formation, donc c'était vraiment une vocation. Et quand j'ai commencé, moi, à Beaujon, la structure est plus petite. C'est pour ça que refaire un gros établissement avec un turnover, c'est un non-sens. Beaujon, qui est plus petit, qui est à taille humaine, les services tournent moins. Déjà, les services d'urgence sont des services fixes. Donc, les gens restent. Donc, moi, j'ai été encadrée. Je suis arrivée, j'avais des anciens. Donc, j'ai pu être encadrée, j'ai pu vraiment être intégrée. Et même pas, je vais vous dire honnêtement, j'ai postulé là, dans cette réanimation, parce qu'il y avait des anciens et que j'étais passée comme élève et j'avais adoré. J'avais adoré cet esprit qu'il y avait et des pères qui étaient là, qui m'encadraient, qui m'ont apporté toute cette connaissance que j'ai pu avoir. Alors, c'est un diplôme. Donc, moi, en réa, il m'a fallu 1 an pour être complètement autonome et avoir vraiment être maître de tous les appareils qu'il pouvait avoir et être complètement à l'aise. Donc, voilà, on va pas où on veut. 1 an. Et donc de là, Bichat, actuellement, tel que Bichat est structuré, Bichat, une bonne partie des services tournent jour-nuit. Alors,
plus particulièrement tous les services de réanimation. Automatiquement, on les postes de réa, c'est jour-nuit. Donc les gens, dès qu'ils ont des enfants, s'en vont. 12 heures. C'est en 12 heures. Donc les gens ne restent pas. Alors j'en suis l'exemple, hein. J'étais en réanimation à Bichat, j'ai eu un enfant, je suis partie parce que les horaires font qu'on ne peut plus. Sauf que Hirsch a accentué ça dans tous les services. Il oblige les gens, des gens qui pendant des années, pendant 20 ans, 25 ans de carrière, avaient des postes fixes du matin ou d'après-midi en fonction du poste qu'ils ont pris au moment où ils ont pris leur poste et ils l'ont choisi. Et ils ont mis toute leur vie autour en fonction des horaires qu'ils ont choisis. Donc, leur vie était organisée en fonction du service et des horaires choisis. Du jour au lendemain, Hirsch est arrivé en leur disant, non, vous avez organisé votre vie comme ça, vous avez une vie privée, non, on va tourner et tout le monde va tourner. Que vous vouliez ou pas, c'est obligatoire. Et vous tournez sur des plannings de 15 jours. Donc, ça veut dire que vous êtes soignant, mais vous n'avez pas le droit de faire de sport, vous n'avez pas le droit des cours de musique, vous n'avez pas le droit, pas de vie sociale et pas d'activité parce que la plupart des activités, on les a sur des horaires fixes qui reviennent fixes. Donc, si je m'inscris à une salle de sport, je m'inscris à un cours, toutes les semaines, ce cours va revenir. Je n'y vais pas tous les 15 jours, sinon c'est un non-sens. Et c'est ce qu'on est obligé de faire. Et les gens sont fatigués. L'attractivité que disait Simon, moi je viens du Val d'Oise, j'habite pas Paris. Je viens du début du Val d'Oise, mais du Val d'Oise. Et j'ai voulu travailler à la paix. Je n'ai pas été formée par la paix. Moi, je sors de l'hôpital d'Aubonne. Ma formation, je l'ai faite là-bas. Et je suis arrivée à la paix parce que la paix, il y a 15 ans, c'était attractif justement pour les formations. On pouvait démarrer en bas de l'échelle. On a des agents hospitaliers qui ont démarré agents hospitaliers et qui sont cadres supérieurs sur l'hôpital. Ça, c'était des progressions qui existaient. De nos jours, c'est terminé. Vous êtes aide-soignant, vous voulez passer infirmière, c'est un vrai bas de combat pour pouvoir obtenir votre formation. Les formations d'infirmières anesthésistes, alors qu'on en manque énormément, ou d'infirmières de bloc opératoire, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. Les financements sont réellement limités, alors qu'on manque de soignants. C'est un non-sens. Donc, tout est comme ça, voilà. La gestion, elle est… Moi, j'ai du mal à comprendre sur cette gestion hospitalière sur cette dernière décennie. Juste pour illustrer aussi quelque chose, vous avez un exemple juste quelques temps après la mise en place de l'organisation du temps de travail, vous aviez les effectifs des urgences d'infirmiers et infirmières, ce qu'on appelle chez nous IDE, infirmières diplômées d'État. Ces effectifs ont quitté le service à hauteur de 60%, alors que c'est des personnes qui sont dans des services d'urgence ont choisi d'y aller. Ils ne sont pas venus, c'est un choix vraiment, je dirais, de conviction. Elles ne sont pas venues là par hasard, comme toute personne qui va aux urgences ou par exemple en réanimation, parce que c'est quand même des services qui sont, je dirais, il y a l'urgence vitale à tout bout de champ, quoi. Et donc, pour vous dire l'impact que ça peut avoir. Donc, c'est pour vous dire aussi qu'aujourd'hui, ça, c'était dans le contexte avant Covid. Donc, le Covid aujourd'hui, en plus avec, je dirais, à la fois, tout ce qu'on a pu vous décrire, plus après… la particularité de cette pandémie, l'angoisse que les patients ont, forcément les soignantes et les soignants l'ont aussi. Enfin bon, après, vous devez rester professionnel et rester maître de… Mais bon, il y a toute cette ambiance, je dirais, lourde qui est là. Surtout que, en fin de compte, la conséquence de toute cette austérité, c'est aussi… la réduction des libertés individuelles, puisqu'aujourd'hui, pourquoi on en arrive à tout ça, c'est que si justement on s'était vraiment préoccupé de la santé publique par le biais justement des effectifs, des lits, et en même temps de cette industrie pharmaceutique qui devrait être, de mon point de vue, publique, puisqu'on a quand même des fleurons Pasteur, Sanofi Pasteur, et qui se retrouvent aujourd'hui à notoirement, tout le monde sait que les restructurations de Sanofi, comme disaient les salariés de Sanofi, c'est Sanofric, puisque tout l'argent qui est arrivé dans les escarcelles de Sanofi, on a toujours fait en sorte que ça aille gaver des actionnaires. On a, au détriment de quoi?
je dirais, effectivement de l'emploi au détriment de la recherche et développement, quoi. Et donc aujourd'hui, on se retrouve à la traîne des États-Unis, je dirais de l'Angleterre, de la Chine, de la Russie. Enfin voilà, c'est quand même tout à fait dommageable pour notre pays. Et j'espère sincèrement que des choses se mettent en place, pas de la part de nos gouvernants, mais des citoyens, parce qu'aujourd'hui, on nous parle du monde d'avant, du monde de demain, mais on voit bien que les choses sont là pour pouvoir continuer comme elles le font, puisque vous avez toujours quand même des restructurations hospitalières. Vous avez, je dirais, notre président qui nous dit qu'ils ont investi un plan massif pour l'hôpital public à hauteur d'1 milliard, mais ce que l'on oublie de dire, c'est que de l'autre côté, il reprend d'une autre main. Voilà, donc en gros, ce que je pourrais vous dire. Moi, pour compléter sur ce nouvel hôpital Nord, j'ai 2 choses qui me reviennent en tête. Dans la communication de la PHP, en fait, on parle de lits, voilà, sur le capacitaire, on parle de lits, de chambres simples avec des lits dédoublables. Nous, c'est ce qu'on nous a présenté. De la modularité. Sauf que ces lits dédoublables, je l'entends, hein, ok. Sauf que sur du Covid ou sur de l'infectieux, on ne dédouble pas les lits, les chambres, justement. On fait en sorte de les garder en chambre simple pour limiter la contamination. Et de plus, on dédouble avec quel lit? Ils sont où ces lits-là qui sont dédoublables sur l'établissement? Et les moyens humains. Et les moyens humains, vous les sortez où, le personnel médical et le personnel non médical? C'est juste pas possible. Donc, mais c'est quand même la communication actuellement. Véran, il nous l'a annoncé au mois de septembre. Au mois de septembre, il avait annoncé 5 000 lits à la demande en France. D'accord? Avec quel lit? Pareil, avec quel personnel médical et quel personnel non médical. Et là, actuellement, sur cette 3e vague, il a réannoncé pour l'Île-de-France 1200 lits. Ben oui, mais avec quel personnel à nouveau? Sauf que ce personnel, en fait, il a fermé 80% de… Quoi? On a fermé 80% des blocs opératoires donc, et des activités en général. Donc, ça veut dire que tous les gens qui sont patients chroniques ou qui attendent une intervention X, tout ça, c'est suspendu pour le moment. Ce personnel est déplacé sur les lits Covid. Et pendant ce temps-là, les soins du quotidien sont mis en stand-by avec tous les patients qu'on récupère quelques mois après dans des états catastrophiques. Mais oui, lié à la demande, ouverture à la demande avec du personnel qui n'existe pas. C'est ce qu'il faut savoir sur Bichat. À l'heure actuelle, alors je vais dire l'année dernière avant le Covid, parce que depuis les chiffres, on ne les connaît pas. Avant le Covid, il manquait 100 infirmières sur l'hôpital. Donc des lits déjà fermés par un manque de personnel. Ça, c'est pour les lits dédoublables. Et dans l'attractivité, pour compléter ce que disait Simon, ce nouvel hôpital, il est fait sur des unités de 28 lits. Donc, nous, soignants, quand on voit… moi, la première chose qui m'interpelle, quand je vois des unités de 28 lits, le calcul, il est fait. Le personnel est calculé au niveau RIC-RAC. C'est 2 infirmières. Donc, ça veut dire que s'il y a quoi que ce soit, eh ben, on se retrouve à une infirmière pour 28 lits. Donc, c'est juste, voilà, on est dans l'usine totale. Même le nouvel hôpital Nord, il a été construit dans ce sens-là, avec des unités qui ont été dans le calcul du nombre de personnel qu'il y aura à la fin, et pas dans une qualité de soins et une qualité de travail et une satisfaction de travail correctement. Donc, ça veut dire encore une attractivité qui sera encore plus gravissime que ce qu'on a actuellement sur Bichat, qui est déjà pas un hôpital attractif, de par son turnover et voilà, et de la gestion qu'il y a sur l'hôpital depuis quelques années. Alors, j'ai vu que Christian avait levé la main. Il faudrait que tu allumes ton micro, par contre, Christian. Oui, bonsoir. Moi, je voulais savoir là, le contre-projet. Il faut qu'il soit porté par des gens. Où en est l'état des forces syndicales? Est-ce qu'il y a… il y a la CGT, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres forces syndicales qui sont pour porter ce contre-projet? Est-ce qu'il se dessine une unité syndicale? Et puis, qu'est-ce qu'en pense le personnel? Comment est-ce qu'est l'ambiance en ce moment? Est-ce qu'ils sont déjà dans l'acceptation ou ils attendent de voir? Enfin, voilà.
voilà, j'aimerais que vous nous fassiez une remontée du terrain là. Alors, Christian, pour répondre clairement aux choses, l'unité syndicale, on la rêve et on la demande. Je vais m'expliquer. Actuellement, les seuls véritables porteurs du projet, enfin du contre-projet, enfin de ce projet, c'est bien sûr, comme il était dit tout à l'heure, la CGT et comment dire, il y a FO. Il y a un écho. Il y a FO. Malheureusement, le syndicat Sud Solidaire, eux, sont plus dans une démarche d'accompagnement. J'illustre mes propos parce que je ne suis pas quelqu'un qui… Je ne sais pas si on arrivera à voir, mais enfin, il y a quelques années de ça, Sud Solidaire, Bichat-Beaujon posait la question suivante, comme à chaque fois. Nous avons besoin de votre avis. La construction d'un futur hôpital Nord se concrétise certainement. Et donc, il posait la question aux collègues. Évidemment, c'est le fameux adage qui dit un aveugle vous demandez s'il veut voir. Oui, bien sûr. Que pensez-vous de l'avis de chacun est indispensable, soi-disant de la démocratie? Souhaitez-vous rester… bref, tout ça pour vous dire, parce que je ne suis pas là pour dénigrer les autres camarades, parce qu'il y a quand même des militants chez eux, mais en gros, ce syndicat, lui, est déjà dans l'accompagnement. Pour eux, ils sont déjà dans la préparation de l'hôpital Nord. Donc, ils sont dans une attitude un peu ambivalente, où ils sont des fois participent à des mouvements de la CGT à l'extérieur. Nous, sur Bichat, je vous avoue très franchement, on a des difficultés à part les autres syndicats, mais on a des difficultés avec les responsables de ce syndicat-là. Donc, c'est compliqué de faire quelque chose avec eux, malheureusement, parce que plus on est, je dirais, à apporter des réflexions, des actions, plus on sera fort et meilleur. Voilà, ça, c'est pas de notre fait. Après, les autres syndicats, bon, la CFDT et et CFTC sont des petits syndicats entre guillemets localement, et en gros, comme c'est des sections syndicales, bon, ils sont pas trop dans l'action. Voilà, pour le moment, c'est comme ça. Nous, la CGT, à chaque fois, on a tâché de faire en sorte de proposer des actions collectives. Je vous redis encore, hormis avec Sud, parce que nous avons des difficultés sur ce sujet-là. Nous le déplorons, mais voilà, on ne peut pas faire autrement. Sinon, au niveau du personnel, nous avons les médecins, pour certains, qui clairement, genre le professeur, le docteur Hakim Becher, qui est chef de service de la gastro-entérologie et cancérologie, qui est contre ce projet. Nous avons monsieur Olivier Milleron, qui lui aussi ils sont dans ce que l'on appelle le collectif interhospitalier, ce qu'ils appellent CIH. Après, bon, chacun a une opinion sur des collectifs, voilà. Eux sont plus sur le capacitaire et pas sur l'idée de dire voilà, nous on est contre parce que, et les arguments qu'on donne derrière. C'est voilà, de ce côté-là. Alors pourquoi sur le capacitaire, il faut quand même expliquer, parce que l'un des médecins dans le groupe du CIH, chez nous sur Bichat, en fait, sur certaines commissions, elle a validé elle-même ce projet à l'époque. Donc, elle fait partie des gens de cette équipe médicale à l'époque qui ont validé le projet en commission. Et là, je pense que pour elle, c'est difficile de revenir en arrière. Donc, elle se rend compte de la difficulté de ces lits qui sautent. Donc, elle reste sur le capacitaire et elle veut pas parler de fermeture d'hôpital. Alors qu'en réalité, quand on discute avec eux, effectivement, 300 lits en plus sur le nouveau, 300 ou 400 lits en plus sur le nouvel hôpital, c'est pas possible. C'est déjà une grosse structure qui est pas à taille humaine. On peut pas rajouter 300 lits sur le site de Saint-Ouen. Mais voilà, c'est pour eux, même si en off, alors pas que en off, parce que nous, ce chef de service, Hakim Becher, est dans le comité, est signataire et dans le comité. Elle, en fait, c'est 3 médecins sur notre hôpital et elle reste sur le capacitaire, elle refuse de parler de maintien de Bichat et de Beaujon.
Et pour revenir à la question de Christian, par rapport au personnel, bon, je dirais, au vu du contexte, je dirais, et à la fois pour certains, il faut savoir qu'une bonne partie du personnel de Bichat ne demeure pas, je dirais, à proximité de l'hôpital. Donc, ça veut dire que c'est des collègues qui peuvent, du fait justement de la problématique du logement à Paris et dans sa région, beaucoup de personnel se retrouvent à s'éloigner de leur lieu de travail. Bon, c'est comme ça, vous me direz, il n'y a pas qu'à l'hôpital. Donc ça, plus le turnover, plus une structure qui est quasiment ce que nous on appelle presque ça une usine, parce que voilà, et vu le contexte, vous avez des collègues qui pour certains sont dans l'attentisme, pour d'autres sont débitatifs, et d'autres sont, je dirais, comment dire, pour certains, ils sont déjà à se résigner, à dire de toute façon, ce projet aboutira. Voilà. Sauf que je rappelle qu'au départ, il devait quand même être lancé, voir le jour en 2025. Voilà. Enfin, après, il n'y a pas de triomphalisme là-dedans. C'est surtout que nous, ce qu'on voit derrière, c'est que c'est encore quelque chose qui n'est pas pensé, puisque c'est conforté par ce que l'on pensait, puisque avec malheureusement cette pandémie, puisque malheureusement, on a quand même eu j'ai accueilli pas mal de patients Covid et des sévères, puisque l'un des premiers patients Covid qui est arrivé à la Salpêtrière qui n'était pas encore diagnostiqué est venu sur Bichat. Donc on a eu les premiers, on a eu à des moments plus de 300 patients Covid, quoi, des pointes, et l'hôpital était quasiment, je dirais, en plus fait partie des centres de référence sur l'infectieux avec donc il y a Bichat, la Salpêtrière et Necker enfants malades. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que dans un contexte pareil, les collègues en plus avec tout ce qui se passe autour de l'hôpital, parce qu'il y a eu quand même pas mal de mouvements avant tout ça, il y avait eu sur les urgences, enfin je passe au moment des retraites aussi, on a vu pas mal de médecins se mobiliser, enfin voilà, tout ça pour vous dire que le travail syndical se fait en fonction je dirais, des forces que l'on a, parce que c'est ça aussi, et surtout le renfort je dirais, à la fois des associations qui sont dans ce comité, et puis des militantes et militants qui sont associatifs et politiques. Et c'est vrai que je pense que tout ça crée une nouvelle dynamique, parce que c'est vrai que ce projet, comme je vous disais tout à l'heure dans mes propos, en 2013, on est quand même en 2021, il y a quand même 8 ans, et c'est vrai que ça s'est étalé dans le temps, donc ça fait peut-être penser, et nous aussi, que les choses se mettaient en sourdine, mais en réalité, tous ces bureaux d'études ont continué tranquillement et sûrement à travailler sur ce que l'État voudrait nous imposer, quoi. Moi, ce que je dis aux collègues, d'ailleurs, il ne faut pas être défaitiste. L'hôpital Trousseau, qui devait fermer, il n'a pas fermé. Le combat a fait que en fait, Trousseau a été maintenu et son activité est maintenue. Donc, il n'y a pas de raison. Mais, sauf que ce combat, moi, à mon sens, il ne peut pas se gagner que avec les membres de l'hôpital, parce que l'hôpital appartient à tous les usagers. Et que le combat se fera automatiquement avec les usagers, et c'est eux qui je pense qu'on entendra plus facilement les usagers sur ce dossier que nous sur l'hôpital. Et je pense que la mobilisation de toute la population des arrondissements du 17e, 18e et une partie du 19e, Clichy-Saint-Ouen, sera beaucoup plus forte que juste un petit exemple là, bon, c'est juste que du détail, mais on a fait le calcul avec à peu près, on a donc depuis la création de ce comité des défenses le 22 mars, nous avons quelque chose comme 2000 signatures à la fois sur le je dirais, le site change.org. Nous sommes à 1300, 1400 signatures et plus les signatures papier. Bon. Et là, le souci, c'est qu'il faut qu'on arrive à collecter toutes, je dirais, les signatures papier pour pouvoir justement mener des actions. Par ailleurs, j'en profite pour vous dire que nous allons mener une action le 16 avril devant le conseil de surveillance donc, qui se situe avenue Victoria, là où il y a le siège de l'assistance publique,
Pourquoi? Parce que là aussi, ce conseil de surveillance sera en présence de Madame Hidalgo. Et pareil, nous évoquerons, je dirais, ce dont nous avons parlé jusqu'à présent contre ce projet et toutes les restructurations. Alors, Voilà. j'ai vu, il y avait mon ami Nasser Lajili qui souhaitait prendre la parole, qui a levé la main. Est-ce que tu es là, Nasser? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'entend? Je ne sais pas. Oui, mais on ne te voit pas, c'est dommage, mais bon, c'est pas, on Non, t'entend, c'est mais l'essentiel. Ah, voilà. Allez, bonsoir à tous et à tous. Et désolé si je suis arrivé en retard à cette réunion. Donc, je suis vraiment désolé, j'étais pris par le travail. Donc, déjà, je vous remercie d'aborder cette question qui est hyper importante, surtout dans la situation dans laquelle on vit aujourd'hui. On montre quand même l'importance, entre guillemets, de la situation sanitaire et surtout des hôpitaux, le besoin qu'on peut avoir dans nos hôpitaux. Mais en même temps, on fait le constat aujourd'hui que malheureusement, nos hôpitaux sont, on va dire, délaissés, abandonnés par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est le constat que je fais, c'est ce qu'on ressent souvent dans nos banlieues, dans les quartiers. Alors moi, je suis originaire de Gennevilliers, donc je parle en tant que… excusez-moi, je me gare pour éviter de ne pas faire de conneries. Voilà. Excusez-moi. Hein. C'est beaucoup plus prudent, sinon attention les urgences. Hein. Je préfère m'arrêter. Donc effectivement, c'est une situation qui est gravissime parce qu'on constate qu'aujourd'hui la pandémie n'a pas apporté de leçons à ce gouvernement et le constat il est là. Donc on constate que finalement, avec sans les médecins, les infirmiers, les docteurs et tout cela, malheureusement on les respecte pas. Donc aujourd'hui la plupart de la population réclame qu'il y ait un travail commun pour faire en sorte qu'on ait un meilleur accueil des patients, parce que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des choses qu'on voit pas, mais c'est pour ça que les docteurs et les médecins sont, on va dire, mieux placés que nous par rapport à ça. Et moi, je sais pas si ça a été abordé, mais je considère que c'est aussi important d'impliquer les politiques. Quand je dis les politiques, les premiers magistrats de la ville. Donc que ça soit de Clichy, qui aujourd'hui fuit ses responsabilités et ne bougera pas son petit doigt pour essayer de défendre le service public et encore moins les hôpitaux. Et on a Clichy, Gennevilliers, Villeneuve, toutes les villes populaires aujourd'hui devraient se mobiliser, que ce soit les maires ou les élus comme conseiller municipal ou les maires adjoints, pour que y ait un engagement public et important pour qu'ils comprennent que malheureusement c'est pas un choix que des employés des hôpitaux, mais plutôt un choix général. Et parce qu'aujourd'hui, qui seront les premières victimes de tout ça? C'est les gens des quartiers populaires. Et oui, parce que quand on regarde à Gennevilliers, nous, on n'a pas d'hôpital. Et donc, on y va soit à Beaujon ou soit à Colombes. Mais le problème, qui va se passer aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir une saturation. Tout à fait. Et oui, mais les gens, si on ne leur explique pas concrètement ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça va être compliqué. Donc, et je pense qu'en termes de communication, il faut vraiment faire un coup fort. Parce que là, on arrive à une période, à une échéance électorale, et c'est important que la population sache ce qui est en train de se mener dans on va dire, dans la circonscription. Parce que moi, je me sens concerné. Donc, je suis à 1 kilomètre de l'hôpital Beaujon. Et voilà. Donc, effectivement, moi, je crains le pire pour la suite. Donc, je pense qu'il y a vraiment une mobilisation qu'il faudrait peut-être mener pour que les élus prennent leurs responsabilités, pour que les habitants et les quartiers populaires soient informés aussi de ce qui se passe, parce que j'ai pas bien l'impression que les gens soient informés de ce qui est en train de se passer à l'hôpital Bichat et Beaujon, pour qu'il y ait on va dire, entre guillemets, la suppression d'un hôpital, quoi. C'est pas rien, quoi. C'est quand même la santé des gens, quoi. C'est la santé des gens. Effectivement, Nasser, pour te répondre, et là, tu as totalement raison, comment ça s'appelle, c'est au-delà c'est vrai que nous, notre action, actuellement, on l'a faite sur les communes directement sur Bichat-Beaujon. Mais là où tu as complètement raison, c'est que ça rayonne beaucoup plus loin que ces gens. Moi, je le dis tout le temps. Moi, alors, je viens aussi du Val d'Oise. Et sur le Val d'Oise, quel que soit l'endroit du Val d'Oise, si tu as un souci cardiaque, c'est Bichat. Bien sûr. Tous les soucis hépataux, c'est sur l'Île-de-France, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui fait des greffes hépatiques. Beaujon en fait, c'est Beaujon.
l'hélico qui tourne autour de Beaujon, il faut savoir que c'est vraiment de la chirurgie spécifique qu'il n'y a pas sur les autres établissements. Donc, ces deux établissements, de par leur spécificité qu'il y a sur ces deux établissements, c'est des établissements qui rayonnent au-delà de l'Île-de-France. On prend la pneumo de Bichat, il y a des gens qui viennent de Marseille. Vraiment, il y a des pôles d'excellence et en fait, on prend conscience des choses que lorsqu'on arrive aux urgences et qu'on se retrouve dans le parcours de soins et qu'on voit les difficultés ou le jour où on veut prendre rendez-vous avec un médecin parce qu'il y a 6 mois, 7 mois, voire 1 an d'attente en fonction des spécialités. Voilà. C'est toute cette santé-là qui est dans la problématique. Et effectivement, moi, ce que je disais tout à l'heure, c'est que ce combat, on l'aura que quand que ça soit les politiques, les usagers. Nous, je vais même te dire, on est la CGT, mais sous le comité, tous les signataires, quel que soit le bord politique. Hein. Moi, tant qu'on est dans la défense de ce système de santé qui appartient à tout le monde. Donc, tous les gens qui prennent conscience de leur système de santé et qui veulent joindre le comité, c'est un comité et il est ouvert à tout le monde. Et j'invite, nous, en tout cas, on invite tous les gens qui veulent être prenant partie de ce combat, parce que là, on est parti pour quelque temps. Hein. Moi, à mon sens, on est parti sur un long combat. Et tous les gens qui veulent se joindre à nous, et quelle que soit la ville, on est preneurs. Nous, avec Simon, on a été rencontrés, je ne vais pas forcément nommer la personne, mais on a rencontré des politiques, on a eu l'occasion de rencontrer Éric Coquerel pour la France Insoumise, qui sont tous preneurs. Député de la circonscription de Saint-Ouen. On a eu l'occasion de rencontrer la sénatrice Laurence Cohen. On a eu l'occasion d'avoir l'organisation Clémentine Autain. On a eu, il y a des politiques qui sont derrière nous là. Bon, ça se monte petit à petit. En plus, c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des échéances électorales et nous, on veut que justement ça soit entendu par, je dirais, et puis faire que ces politiques, pour certains, on n'a aucun doute, mais faire un petit peu, comme dirait l'autre, mouiller la chemise des politiques pour dire quelle est leur opinion et qu'est-ce qu'ils comptent faire par rapport à ce projet qui, pareil, comme tu le disais tout à l'heure, le nord de Paris est déjà en carence de médecins, puisque les médecins généralistes, du fait du numerus clausus, a réduit le nombre de médecins. Les populations sont là, même s'il y a une gentrification du nord de Paris et Saint-Ouen, mais je ne dis peut-être un peu moins maintenant, mais pour le moment, mais voilà, il y a cette gentrification. Mais la population, elle est là, elle n'accède pas aux soins parce qu'elle n'a pas de médecins. Ni qu'ils soient généralistes ou spécialistes. En plus, ils arrivent en dernier ressort aux urgences, donc forcément la durée moyenne de séjour, elle augmente puisque il faut réparer, quoi. Voilà. Sauf que s'il y avait eu plus de prévention, comme des centres municipaux, à l'instar des centres municipaux de Gennevilliers, Absolument. qui lui est là aussi en renfort, mais il ne faut pas non plus faire jouer à ces centres municipaux ce que l'hôpital ne fait pas, quoi. Parce que ça doit être complémentaire, mais justement exactement, c'est un plus, c'est une option. Tout à fait. Parce que là, notoirement, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, avec les cumuls j'habite Saint-Ouen. Donc, notoirement, on sait qu'en Seine-Saint-Denis, on manque, je dirais, de services publics et de moyens publics. Là, on parle de la Seine-Saint-Denis plus aujourd'hui parce qu'il va y avoir les Jeux Olympiques. Mais moi, je voudrais plutôt que ces moyens financiers soient investis pour la création d'un autre hôpital. Il faut moderniser, je dirais, augmenter l'offre de soins, mais pas en faisant comme ils font là, deux établissements, ça ne fera pas, je dirais 1 plus 1, 2, c'est pas vrai, ça fera 1 plus 1 moins 1, quoi. Et alors que la Seine-Saint-Denis, effectivement, a besoin d'un hôpital, mais à taille, je dirais pas plus de 400 lits, parce que vous avez des tailles critiques et à un moment donné, ça dysfonctionne, quoi. Même là, en étant au nombre de lits qu'on pourrait avoir aujourd'hui, on dysfonctionnerait au-delà de 2000 lits. Voilà, donc c'est toutes ces choses qui font que nous, on ne croit pas que ça sera, je dirais, un bénéfice pour la population et je dirais, les populations environnantes. Et sur les politiques, pour terminer, comment ça s'appelle, le maire de Saint-Ouen
Alors lui, sa position, ça nous a choqué. Hein. C'est vraiment sur Bichat, sur les groupes WhatsApp après, on était dans un énervement, mais au summum. Il nous a dit dans une réunion Zoom que sa priorité, c'était l'esthétique du bâtiment, qui allait s'implanter dans sa ville. Donc voilà, lui, il est juste dans la com. Il est dans la com et il s'arrête à la com. Donc nous, Simon a demandé à le rencontrer début décembre. On attend toujours le rendez-vous. Hein. Il ne nous a toujours pas rencontrés, il ne connaît toujours pas notre argumentation. Coquerel lui a répondu tout de suite, les arguments il les a pris et il dit, hein, d'ailleurs il dit que c'est un de ses dossiers prioritaires parce que c'est sa circonscription et que pour lui il a pris conscience qu'il ne veut pas de cet hôpital à cet endroit-là en plus parce que l'endroit est un non-sens. Moi je passe tous les matins par là, tous les matins c'est bouché et l'hôpital n'est pas là, mais c'est bouché, on ne peut pas circuler. Donc lui il dit effectivement pas là. Et comme il y a un comité à Saint-Ouen qui s'est créé d'ailleurs, qui s'appelle « Pas là, pas ça, pas comme ça ». Et il reprend les mêmes termes. Il te dit effectivement, moi je ne veux pas de cet hôpital à cet endroit, parce que ça ne nous correspond pas. Et puis pas comme ça, pas avec ce manque de lits sur cette circonscription, parce que ce n'est pas possible. Ça c'est pour lui. Et pour les autres élus qu'on a pu rencontrer par rapport à Plaine Commune, parce qu'on voulait aussi que Plaine Commune sur le département du 93 puisse prendre conscience des enjeux qu'il allait avoir. Souvent, les gens comment dire, dès qu'il y a un petit éloignement géographique, tant qu'ils n'ont pas vécu des problèmes de soins et qui ne se sont pas retrouvés à être orientés sur des hôpitaux de la PHP, ben, ils ne prennent pas conscience de ces pôles d'excellence qu'il y a chez nous. Donc nous, on me l'a redit, hein, et puis c'est un ami d'ailleurs, et il m'a dit, mais Samira, pour moi, Bichat, c'est loin, moi, il y a une clinique à côté, c'est loin, donc en quoi ça concerne mes administrés? Mais si, et moi je peux lui dire, tes administrés, moi je les vois en tant que patient, je les ai et je les ai de partout. Donc ça concerne effectivement, pour te rejoindre, ça concerne toutes les villes au-delà de Clichy et de Saint-Ouen. Est-ce que je peux ajouter un petit truc, Raymond, ou c'est compliqué? Vas-y, profites-en, c'est le moment. Oui, voilà, non, mais c'est important parce que je trouve que là, on aborde les vrais sujets. Donc, le sujet de fond, il est là. C'est qu'effectivement, ça concerne tout le monde. Il y a les spécialités de chaque hôpital avec leur spécificité, entre guillemets. Et ça, beaucoup de gens aujourd'hui ne le savent pas. Mais il y a peut-être une idée aussi qu'il faudrait peut-être mettre en place pour que chacun prenne ses responsabilités chez les politiques. C'est peut-être aussi de proposer à ceux qui vont soutenir, entre guillemets, le maintien des hôpitaux aujourd'hui, à déposer des vœux au conseil municipal. Rien ne les empêche. Ce qui permettrait aussi d'avoir une traçabilité et peut-être on va dire, une clarification de la position des uns et des autres. Donc, ça, c'est important parce que la population, il faut qu'ils comprennent qui est pour et qui est contre et ceux qui se cachent derrière, on va dire, leur ignorance ou leur innocence, entre guillemets. Donc, voilà, pour moi, je considère qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mener là-dessus. Et je propose d'ailleurs à Raymond, via le militant, pourquoi pas faire des petits tracts recto verso A4 pour que ça soit ou en A5 pour que ça soit distribué sur notre commune. Je m'engage moi personnellement à les distribuer, et à les imprimer s'il faut. Donc il n'y a pas de souci. S'il faut 5000 exemplaires, je peux les faire en couleur, il n'y a aucun souci. Parce que c'est important. Je pense qu'il y a une nécessité aujourd'hui qui est une communication entre le peuple, qui aujourd'hui ne sont pas forcément informés de tout ce qui se passe, et bien évidemment ceux qui aujourd'hui se battent pour que les choses soient informées et pour que les choses soient dites. Et le discours de Macron aujourd'hui qui est complètement opposé à ce que la population attend. Excusez-moi, voilà. Proposition retenue, avec grand plaisir. Tant mieux. On en parlera après. Pas de souci, pas de problème. Qui veut parler? Alain, il faut que tu allumes ton micro, Alain, par contre, il est éteint. Tu fais bien de me le dire, merci. Bonsoir à tous. Merci pour… Vous m'entendez? Oui, très bien. Merci pour ces informations. C'est très intéressant et je trouve que ça va dans le bon sens. J'ai 3 points à aborder. Premier point, une question de chiffres. J'ai bossé dans le milieu hospitalier il y a une vingtaine d'années au moment du passage aux 35 heures. Pas à la paix, mais à l'époque, on disait 100 000 personnes à la paix. Et vous avez dit 66 000. Est-ce que vous pourrez me repréciser cette chose-là, s'il vous plaît? Peut-être mon information était insuffisante. Deuxième point, sur
l'histoire du non-sens là, de la politique actuelle. Alors, effectivement, en termes de service public de santé, ça n'a absolument pas de sens ce qu'il se passe. Mais si on le regarde de l'autre côté, comme tu l'as dit, si on le regarde du point de vue de l'objectif d'investissement, de privatisation et de faire de la place pour que le capitalisme puisse continuer à accumuler. C'est complètement cohérent. C'est complètement cohérent, sauf qu'ils n'en ont rien à cirer de nos figures et de nos santé. Là, j'ai un peu une question qui vient derrière ça avant d'aborder mon troisième point, mais ça rejoint, c'est est-ce que la notion de service public de santé est cohérente pour s'opposer à l'idée d'accumulation du capital, qui est, elle, incohérente, c'est clair, en termes de santé. Est-ce que j'ai été clair sur la question? Oui. Alors, troisième point, la mobilisation. J'étais, moi, à l'action que vous avez menée il y a une dizaine de jours, là, devant l'hôpital. J'ai trouvé ça remarquable. C'était du très très bon travail par les interventions de tous les gens qui voulaient, qui avaient des choses à dire. Alors, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de monde de mobilisation, mais ça c'est parce que j'ai des souvenirs de quand j'étais jeune et c'était pas pareil. Bon, mais en tout cas c'était du bon boulot. J'ai énormément aimé l'intervention des cultureux de l'Odéon sur le sujet. J'ai énormément aimé l'intervention de la journaliste qui disait oh, je me fais traiter d'hystérique parce que je veux savoir comment ça se passe dans les services. J'ai l'impression que quand je vous ai entendu, quand j'ai entendu tout ça, j'ai eu l'impression qu'il y avait tout ce qu'il fallait pour faire un super travail de mobilisation. Parce que, c'est quand même de notre santé qu'il y arrive. Moi qui vous parle, j'habite dans le 17e, même dans la plaine Monceau, pour rien vous cacher, juste au bord, mais dans la plaine Monceau, et j'ai été j'ai utilisé Bichat. Un jour, j'ai fait une syncope dans la rue, les pompiers m'ont ramassé, ils m'ont emmené à Bichat, j'étais à Montmartre, et j'ai été traité d'une manière tout à fait correcte. C'était il y a 10 ans, 11 ans, en 2010. Quoi. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, j'ai entendu ce que tu disais sur le fait que le comité, c'était un comité, tout le monde pouvait y venir. Moi, je me sens ma place là-dedans, j'ai envie d'y être. Donc, premièrement, comment on est informé, et puis deuxièmement, comment on fait pour que cette mobilisation soit à la hauteur? Parce que je répète, ce n'est pas une critique au travail que vous êtes en train de faire et dont j'ai vu les résultats dans la mobilisation il y a une dizaine de jours, mais putain, on est très très loin des masses à qu'il faut mobiliser pour gagner sur cette question qui est fondamentale. Je reviens sur la question accumulation du capital, service public de santé. Est-ce que c'est antagoniste? Est-ce que ça tient la route? J'ai fini, je coupe mon micro. Merci. Sur la dernière question, moi je dirais l'antagonisme, c'est les questions de choix de société et l'orientation politique qu'on veut en donner. Si on veut que les 100 milliards qui sont soi-disant promis par rapport à l'Europe, il faut savoir si on veut les utiliser pour pouvoir gaver le capital avec des crédits d'impôt, compétitivité, emploi, par exemple, juste comme ça, et sans contrôle et sans que les moyens publics ne puissent les vérifier et puis amender, parce que le sujet, il est comment, justement, puisque là, à longueur de temps, tout le monde est bien conscient que la problématique de santé est fondamentale, l'environnement, la sécurité alimentaire, la sécurité, je dirais, environnementale, et la qualité de vie, c'est le fondamental de nos existences. On ne peut pas continuer à laisser aller dans cette direction. Enfin, moi, je pense en tant que citoyen, parce que là, quel que soit, je dirais, le lieu où on est toutes et tous des citoyens. Je dirais, on est tous des descendants de personnes qui ont contribué à ce que notre pays est aujourd'hui. Je parle des militantes et des militants qui ont, pour certaines et certains, payé de leur sang. Parce que d'autres, je sais ce qu'ils font, puisqu'ils sont les premiers à faire, je dirais, de l'investissement
du profit et puis surtout ne pas payer des impôts en France. Parce que c'est ça aussi, l'évasion fiscale, tant qu'on continuera à laisser faire ce genre de choses, et de l'argent, comme j'ai dit dans mes propos par rapport à la sécurité sociale, quand on nous parle de déficit, est-ce que demain on va prendre la responsabilité vraiment de l'intérêt général, c'est-à-dire de taxer là où il faut taxer, l'évasion fiscale et toutes ces magouilles, ces escroqueries à l'assurance, à l'URSSAF, enfin tout ça, parce qu'on parle de soi-disant de l'escroquerie au RSA, mais les parasites, ce ne sont pas malheureusement ces pauvres personnes qui sont dans la précarité, dans la misère, qui sont les parasites et ceux qui créent le déficit, hein. Parce que là, aujourd'hui, l'hôpital, je rappelle aussi un truc, on a inventé quoi pour l'hôpital, pour soi-disant ne pas aggraver le déficit de la sécurité sociale, on a inventé un ticket modérateur quand vous passez aux urgences de 18 €. Je trouve que ça va au contresens de ce qu'on devrait porter, c'est-à-dire une sécurité sociale universelle et intégrale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, c'est peut-être une idéologie je dirais un idéal que j'ai, mais enfin voilà. Moi, je pense qu'on a les moyens aujourd'hui de pouvoir faire qu'on n'a même plus besoin de mutuelle, c'est-à-dire s'inspirer de ce qui se passe à Alsace-Moselle. Et ça permettrait justement de pouvoir soigner toutes et tous dans les meilleures conditions. Ça ne doit pas être réservé à une élite, élite, si on peut dire élite. Voilà. Et quant au personnel, bon, le personnel, tu posais la question tout à l'heure, c'est quelque chose comme 72 000 personnes, à peu près, hein, parce qu'on a malheureusement, comme par hasard, pas toujours tous les chiffres en interne. Bon, je ne pourrais pas te dire 100 000, c'est pas vrai, mais on est à 72 000. Mais il y a quand même eu pas mal de… Quand je dis 72 000, on inclut, je dirais, toutes catégories confondues, hein. Voilà, j'espère que j'ai répondu aux questions que tu te posais. Sinon, l'orientation, je pense que tout le monde ici la connaît, hein. C'est-à-dire que là, au bout d'un moment, on a des moyens pour pouvoir faire que notre pays aille sur d'autres voies. Je rappelle aussi que les choix politiques qui ont été menés dans les dernières années ont fait qu'on s'est retrouvé en pénurie de masques. On a délocalisé toujours le même principe. Payer le salarié de l'autre bout du monde avec 3 fois rien pour pouvoir faire que le capital va justement se servir de ça et puis faire qu'on dépende, je dirais, stratégiquement de l'étranger pour des questions de santé, quoi. Les masques, le curare, l'oxygène, enfin tous ces appareils disons, qui permettent de maintenir en vie ou en survie des patients, quoi. C'est pas acceptable. On a justement mis au point, je dirais, des réserves stratégiques pour le pétrole, pour l'économie. Pourquoi ne pas envisager et penser de faire des réserves stratégiques pour tout ce qui est question sur toutes les problématiques que j'évoquais tout à l'heure, les masques et j'en passe, quoi. Et mettre en place un service public je dirais, de qualité avec des moyens qui répondent aux besoins des populations, quelles qu'elles soient, sans discrimination aucune, et en même temps d'avoir, je dirais, un service public de production de médicaments, parce que là, on voit très bien qu'avec leur licence, tous et toutes, ils ont fait des recherches, bon, d'accord, ils ont fait des investissements, mais ils ont aussi bénéficié de subventions qui permettent de faire qu'aujourd'hui, ils en sont là où ils en sont aujourd'hui grâce à tout ça, quoi. Et au bout d'un moment, en plus, quand on sait que les licences, ça leur rapporte de l'argent, et peut-être se battre aussi pour que justement que cette possibilité de vacciner, de vacciner la population se fasse sur le plan mondial, parce que tant que des pays dits riches détiennent, je dirais, les brevets et ne mettent pas ça dans l'escarcelle, je dirais, de mondial, on se retrouvera avec toujours la même chose, c'est-à-dire des retours et des confinements, puisque à un moment donné, tout le monde sait que par nature, un virus mute, et en mutant, il est encore beaucoup plus, je dirais, agressif et destructeur. Voilà. Sur l'accumulation du capital, pour répondre par rapport à la gestion de nos hôpitaux actuellement, on est dans des fonctionnements et nos dirigeants sont formés là-dessus. On est sur du lean management à l'hôpital.
On a des directeurs d'hôpitaux qui font, sur la PHP, qui font des conférences sur le lean management à l'hôpital. Sauf que moi, comme je dis, je ne suis pas chez Renault, je ne travaille pas chez Toyota ou Renault. Je suis soignante et j'ai des patients, des humains sur ma chaîne et on ne peut pas me fonctionner sur du lean. Mais on est dans du lean et c'est un non-sens. C'est ce qui fait que l'attractivité, c'est compliqué. Comme je vous ai dit tout à l'heure, moi je suis une reconversion professionnelle. Je n'ai pas toujours été infirmière, je viens du secteur de la chimie. Et en peu de temps, en 14 ans, je ne parle même pas de mes collègues qui sont là depuis bien plus longtemps, quand on m'en parle. Moi, juste sur mes 14 ans de présence, quand je vois comment l'hôpital s'est déglingué, moi quand je suis arrivée, l'hôpital était encore géré par du médical. Donc il y avait un sens humain. Actuellement, l'hôpital est géré par des financiers. Donc, c'est business, 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 finance, finance. Et avec ça, on a aussi, depuis maintenant 10 ans, je crois que c'était Bachelot qui avait mis ça en place, la T2A. Oui, c'est Bachelot. La T2A, c'est en fait tarification à l'activité. Une règle du privé. Hein. Voilà. Sauf que cette tarification à l'activité, en fait, ce qu'il faut savoir sur l'hôpital, en fait, dès que… Je vais prendre l'exemple d'un bloc opératoire. Vous venez pour vous faire opérer d'une appendicite. En fait, c'est une enveloppe. Et cette enveloppe, elle est versée, peu importe le nombre de jours où vous allez rester hospitalisé. L'enveloppe fermée. Et l'enveloppe, elle est fermée, effectivement. Et donc, sur une clinique, si vous faites une appendicite, vous avez 20 ans, on va vous ouvrir les bras parce que vous êtes jeune, en général, vous n'avez pas d'antécédents, tout se passe bien. Vous êtes un petit peu plus âgé, vous avez quelques petits antécédents cardiaques, un peu de diabète, voilà, quelques petites choses qui vont gêner un petit peu, qui fait que vous allez être récusé sur l'ambulatoire. Donc, vous allez être hospitalisé la veille. Vous allez être hospitalisé la nuit après l'intervention parce qu'il va falloir vous surveiller. C'est la même enveloppe. Et le privé, la clinique, elle ne va pas vous prendre. Elle va vous dire gentiment, elle va vous trouver des motifs. Elle va vous dire, bon, je n'ai pas le plateau technique, vous êtes un peu compliqué, je vous conseille d'aller voir mon confrère à tel endroit. C'est un hôpital où on va vous orienter. L'hôpital va vous prendre. Il n'y a pas de souci. Peu importe ce que vous allez coûter. Mais voilà, c'est là où l'accumulation du capital, c'est pour répondre à l'accumulation du capital, on y est, mais au dépend de notre santé à nous. Et moi, au-delà d'être infirmière sur un hôpital public, et c'est un choix en amont, je m'inquiète aussi sur plus tard, sur quand je vais avoir besoin de l'hôpital, comment on va me soigner et par qui. Oui. Pardon, je peux vraiment reprendre… Oui, j'en profite. Attendez, alors j'en profite juste parce que je vois l'heure passer et puis on a des personnes qui nous ont quittés. Je vous propose qu'on aille vers la conclusion. Donc, Alain, bien sûr, vas-y. Ensuite, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui avaient quelque chose à ajouter dans l'immédiat. Et dans ces cas-là, on vous demandera de conclure, Samira et Simon. Alors, vas-y, oui. Alain. Merci. Oui, l'accumulation du capital et services publics, là. Ce que je veux dire, bien sûr que l'accumulation du capital, c'est pas mon choix, c'est pas vers ça que je veux aller. J'ajoute, pour d'une phrase sur cette question, que chaque fois que l'accumulation du capital gagne, et c'est en train de se passer à la paix, vous nous l'expliquez très bien, ça veut dire que la crise s'approfondit. Parce que la cause fondamentale de la crise, c'est celle-là, c'est la suraccumulation de capital. Vous l'avez expliqué, l'appareil de santé français était un des meilleurs du monde il y a une vingtaine d'années, c'est plus le cas. L'appareil de formation de l'éducation nationale était il y a une quarantaine d'années un des meilleurs du monde, sinon le meilleur, ce n'est plus le cas. Il y a des détériorations avec cette histoire de mise en place, comme ça a été très bien dit, de financiarisation à n'importe où, quoi. Hein, c'est la finance. Moi, quand je suis allé à Bichat en tant qu'utilisateur, les pompiers m'avaient ramassé dans la rue parce que j'avais fait une syncope. Il n'y avait rien de grave, mais en tout cas, j'avais fait une syncope. On ne m'a pas demandé si j'avais les moyens de payer avant de me soigner. On m'a d'abord soigné. C'est ça que j'appelle le service public. Et la question que je vous pose, et sur laquelle vous n'avez pas encore répondu, les camarades que je vois pas, si, ça y est, je vous vois en haut là, c'est est-ce que vous pensez que le concept de service public de santé est suffisamment
rassembleur pour qu'on puisse mobiliser là-dessus pour fermer la gueule au capital. Pardon pour la trivialité du propos, mais c'est antagonique pour moi entre les deux, quoi, hein. Et donc, et comme je pense que votre combat, il est non seulement juste, mais en plus, il est susceptible de participer à la remobilisation dans la période très très compliquée qu'on vit en ce moment, j'aimerais bien que ce soit pour gagner et qu'on agisse, quoi. Voilà. Merci pour ces fortes paroles. Donc, je propose à Simon et Samira de répondre et puis de conclure. Alors, pour ce soir, parce que bien évidemment, on a les coordonnées de tout le monde, etc., pour les suites. À vous. Là, par rapport à ça, quoi dire? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Pour moi, je ne me résigne pas. Je sais que le capital s'est toujours adapté je dirais, aux circonstances, aux situations, et il joue toujours sa survie. Mais moi, je pense que quelque part, c'est peut-être naïf de ma part, mais je pense qu'actuellement, on a je dirais, une fenêtre de tir, entre guillemets, parce que il y a quelque temps de ça, il y avait des citoyens qui étaient enfermés, il y a 1 an à peu près de ça, hein, étaient enfermés chez elles et chez eux au vu de ce que je vous ai dit tout à l'heure, puisque c'est la résultante de tout ça. C'est vrai qu'une pandémie, elle n'est pas toujours, disons, prévisible et maîtrisable. Mais parce que malheureusement, l'histoire de l'humanité nous a donné des enseignements, enfin nous a produit des enseignements de diverses pandémies, genre la grippe espagnole, qui a été notoirement quelque chose de catastrophique pour le monde. Bon. Là, moi, je dirais qu'il y a 1 an de ça, les populations applaudissaient et estimaient que c'était important de le faire. Mais je pense qu'on ne doit pas se contenter. C'est très bien, tant mieux pour celles et ceux qui l'ont fait. Mais je pense que ce choix, c'est justement la question de fond. Même si on a toutes et tous des convictions, je pense que c'est un choix de société. Et je pense que pour je dirais les citoyens, les usagers de l'hôpital public, je pense que c'est quelque chose qui est fondamental. Je sais plus, enfin, je suis pas trop dans les statistiques, mais je sais que ça dépassait les plus de 60% justement de mener une réflexion sur les services publics de santé et la qualité du soin. Voilà ce que je pourrais dire grosso modo de ça, hein. Je pense qu'on a encore des possibilités, bien que le capital, lui, fasse tout ce qu'il faut pour mettre le doute et créer la preuve. C'est peut-être pas directement le capital, mais la preuve en est avec ce projet qui est porté, parce que effectivement, ils vont créer des grosses structures je dirais, de centres de traumatologie et compagnie, très bien pour la population, ça. Sauf que là, ça pourrait se faire autrement et ailleurs, quoi. Et je pense réellement pas sincèrement que ça répondra aux besoins de proximité, parce que l'hôpital a besoin de proximité. Vous pouvez avoir de l'hyper spécialisation, mais si à côté de chez vous, vous ne pouvez pas vous faire soigner, ça n'apportera pas je dirais, les solutions qui sont nécessaires. Voilà. Moi, ce que je voulais, pour terminer, moi, j'ai une question que j'aimerais un moment poser à ce gouvernement et à notre président de la République. C'est son attachement à notre hôpital public. Parce que là, en pleine pandémie, quand on voit des fermetures de lits qui continuent sans se poser de questions et voilà, et sur tout ce qui se passe actuellement, on reste déjà avant le Covid sur des pratiques de soins qui sont dégradées, des pratiques dégradées. Mais bon, malgré tout, je vais terminer sur notre positif. On a un métier qui reste formidable et cette vocation-là, donc on continue à accueillir les gens de manière, malgré tout, malgré nos conditions dégradées, on le fait en général avec le sourire et on continue à faire en sorte que les patients ne ressentent pas ce qui se passe au sein de l'hôpital. Après, par rapport au comité, alors nous on a plusieurs. Enfin, je pense que une partie d'entre vous, vous êtes peut-être sur la boucle du mailing. Ceux qui ne le sont pas, il n'y a pas de problème, je peux vous rajouter. Il y a un groupe WhatsApp
du comité. Ceux qui souhaitent le rejoindre, vous mettez un petit SMS et je vous mettrai dans le groupe. Oui, l'adresse mail du comité de sauvegarde existe aussi. Vous pouvez aussi mettre un mail sur l'adresse mail. Il y a quelques... en fait, on a une camarade du 18e qui nous fait des petits comités... J'arrive plus à parler. Des communications visuelles. Des communications visuelles. N'hésitez pas à les utiliser. Le militant fait partie des signataires, des premiers signataires, donc vous êtes déjà dessus. Donc vous les prenez, vous les retravaillez, vous en faites ce que vous voulez. Bon, en général, je les transmets. Si vous manque des choses, vous me dites, il n'y a pas de souci, je les transmets par mail volontiers. Voilà. Donc nous, en tout cas, on reste à disposition si vous avez besoin de nous, si on peut vous transmettre des infos et je vous transmettrai au fur et à mesure tous les petits communiqués que nous faisons au fur et à mesure. Donc là, le prochain événement, c'est vendredi devant le siège de la PHP. Je n'ai juste pas l'heure exacte, donc j'ai remis un message et j'attends qu'on me confirme l'heure. Je crois que c'est 9h, 9h30, mais j'attends la confirmation. Je la mettrai sur le groupe, je l'aurai dans la soirée. L'adresse mail, s'il vous plaît, vous pouvez la donner maintenant. Je l'ai mis dans le petit truc de messagerie, si tu vas en Alors bas, non, ça converser. c'est l'adresse mail de la CGT, mais vous pouvez. Il y a l'adresse mail du comité, mais vous pouvez, je vous inclus dedans. Alors, vous pouvez sur l'adresse mail de la CGT. Si vous voulez être sur le groupe WhatsApp, mettez-moi votre numéro de téléphone, votre nom, prénom, et je vous rentre dans le groupe WhatsApp du comité de défense. Et si vous voulez toute la communication par mail, parce que en général, je fais toujours les deux. Si vous préférez une communication mail, vous mettez votre adresse mail dessus. Là, Simon va vous mettre l'adresse mail du comité en plus. Mais ça marche. L'un ou l'autre, c'est nous deux qui vous répondrons. Merci. Alors, Simon est en train de vous écrire l'adresse mail du comité de défense, Bichat-Beaujon. C'est en un seul mot, comité de défense, Bichat-Beaujon, @gmail.com. Bichat-Beaujon, tout ça en minuscule. Tout ça en minuscule, sans point, sans rien du tout. Comité défense, Bichat-Beaujon, @gmail.com. Beaujon, ça s'écrit comment? B-E-A-U-J-O-N. Ça marche, merci. Alors, pour tout le monde, c'est bon. Voilà. Parfait. Juste, tu envoies. Attends. Ok, merci beaucoup. Je coupe. Alors, hop. Alors, attendez, je suis en train on va vous l'envoyer. Ah, non. Ça se fait qu'il part Pourquoi il ne veut pas partir? Ça y est. Bien. Voilà. Bon, bien là-dessus, merci beaucoup en tout cas. J'ai pas vu vos messages. Certains chefs de service de Bichat sont invités à la télévision en ce moment pour parler du Covid. Ils pourraient aussi parler de l'avenir de Bichat et de son. Oui, vous savez, la lutte des classes, elle existe aussi encore à l'hôpital. À l'intérieur de l'hôpital. On n'en doute pas. Ils ne partagent pas forcément les mêmes valeurs. Et ceux mais qui, pas tous. Ceux qui partagent, vous ne les voyez pas sur le plateau. On a des chefs de service qui partagent et ceux-là ne sont pas invités sur les plateaux. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous. De toute façon, c'est enregistré. Ce sera mis sur… Merci à vous pour votre écoute, en espérant que tous ces échanges nous ont permis de vous apporter des éclairages. Et puis, si jamais, n'hésitez pas, on est là pour ça. Avec plaisir. En vous remerciant beaucoup à toutes et tous. Merci à vous deux. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.